Tout ce que vous avez appris sur l'amour à travers la culture populaire, les romans, les films et les chansons romantiques, est un mensonge sentimental qui obscurcit une vérité beaucoup plus profonde et moins confortable. L'amour n'est pas un sentiment agréable qui tombe du ciel sur les chanceux. Ce n'est pas un état de bonheur permanent garanti par la recherche de la bonne personne. Ce n'est pas une fusion mystique qui élimine la solitude et rend la vie complète. Elena Petrovna Blavatsky, dont la compréhension de l'amour a pénétré à travers les couches d'illusions romantiques pour atteindre les réalités cachées qui régissent l'attraction entre les âmes, a révélé des vérités qui simultanément élèvent et démantèlent les notions conventionnelles. Le véritable amour est une force évolutive opérant par la loi impersonnelle de l'affinité magnétique entre les consciences. Les relations sont des rencontres karmiques, orchestrées avec une précision chirurgicale, pour forcer une croissance qui ne se produirait pas en l'absence des frictions que crée l'intimité, et la passion ardente que les poètes célèbrent n'est souvent pas sublime. L'amour, mais c'est la combustion d'un karma non résolu, mélangé à un désir égoïque déguisé en dévotion spirituelle. Ce qu'elle a enseigné brise le fantasme selon lequel une relation parfaite avec un partenaire idéal résoudra tous les problèmes et apportera une satisfaction éternelle, révélant plutôt que les relations sont des champs de bataille où l'ego est confronté, des miroirs impitoyables révélant exactement ce que vous préféreriez ne pas voir de vous-même, et des fourneaux alchimiques où le métal brut de la personnalité est raffiné à travers la chaleur intense du conflit et du défi jusqu'à ce que l'or de l'amour impersonnel émerge. Et l'urgence de ce message n'a jamais été aussi grande qu'à une époque où les attentes en matière de relations sont complètement irréalistes, où les gens sautent de partenaire en partenaire à la recherche d'une perfection impossible, où le divorce est la réponse automatique à la première difficulté sérieuse, et où la solitude est une épidémie même parmi des milliards d'êtres humains, parce que personne n'a enseigné que le véritable amour nécessite la mort de l'ego, plutôt que la gratification de l'ego. La structure cachée de l'amour, telle que Blavatsky l'a révélée, fonctionne selon des principes qui transcendent complètement la sentimentalité de la culture populaire. Dans le cosmos manifesté, il existe une loi fondamentale d'attraction et de répulsion qui régit tout, depuis les orbites planétaires jusqu'aux connexions entre les âmes. Ce qui vibre à une fréquence similaire est attiré magnétiquement. Ce qui vibre à des fréquences dissonantes est repoussé. Et chaque être humain émet une vibration caractéristique déterminée par le niveau de développement spirituel, la qualité des pensées habituelles, la nature des émotions prédominantes et la pureté ou la densité du corps physique. Lorsque deux personnes se rencontrent, les champs auriques, des émanations énergétiques qui s'étendent au-delà du corps physique, se touchent et il y a une reconnaissance instantanée à des niveaux plus profonds que l'esprit conscient de la compatibilité ou de la dissonance. Si les vibrations sont harmonieuses, il y a un sentiment d'attraction, d'aisance, de reconnaissance. Si les vibrations sont incompatibles, il y a un inconfort, une résistance, une envie de distance. Mais voici la complexité cruciale. Une forte attirance ne signifie pas nécessairement que la relation sera facile ou harmonieuse, car vous pouvez être attiré par quelqu'un précisément parce qu'il y a un karma intense à gérer, parce que les vibrations qu'il émet activent quelque chose de non résolu en vous qui doit remonter à la surface pour être guéri. Et la répulsion ne signifie pas toujours une incompatibilité totale. Cela peut signifier que vous résistez à quelque chose que la personne représente et que vous devez intégrer en vous-même. Le phénomène du coup de foudre, lorsqu'il est compris de manière ésotérique, ne révèle pas une destinée romantique mais une reconnaissance karmique de l'âme connue dans des vies antérieures. Lorsque vous rencontrez quelqu'un et qu'il y a un impact viscéral qui transcende la raison, lorsqu'il y a un sentiment de « je t'ai enfin trouvé », même si vous venez de vous rencontrer, lorsque la conversation se déroule avec une intimité qui prend normalement des années à se développer. Cela indique que vous avez déjà rencontré cette âme dans différents contextes, qu'il y a une histoire entre vous, dont la conscience de la personnalité ne se souvient pas, mais que les niveaux plus profonds reconnaissent immédiatement. Mais Blavatsky a sévèrement mis en garde contre l'interprétation romantique selon laquelle cela signifie que vous êtes destinés à être ensemble. Cela peut vouloir dire cela, mais cela pourrait également signifier que vous avez une grave dette karmique à équilibrer, que dans une vie antérieure, vous vous êtes brutalement trahi, et que maintenant les rôles doivent être inversés afin que vous compreniez tous les deux côtés de la dynamique. Cela peut vouloir dire que vous vous aimiez intensément, mais que la relation s'est terminée par une tragédie et que la blessure non cicatrisée persiste à travers les siècles. Cela peut signifier que vous étiez des ennemis mortels et que vous devez maintenant apprendre à aimer ce que vous détestiez autrefois. Ainsi, l'intensité de la reconnaissance initiale ne prédit pas la nature de la relation qui va se développer. Elle indique seulement qu'il y a un travail important à faire entre vous. La question de savoir pourquoi vous êtes attiré par certaines personnes et pas par d'autres
révèlent le fonctionnement du karma bien plus que des préférences conscientes. Grand-mère, vous ne choisissez pas consciemment la personne dont vous tombez amoureux. L'attirance émerge de niveaux plus profonds, où le karma accumulé au cours de vies antérieures crée des magnétismes qui contraignent. Et souvent, vous êtes attiré par exactement le genre de personnes qui recréeront une dynamique familiale non résolue. Si votre père était distant et critique, vous pourriez être magnétiquement attiré par des partenaires émotionnellement indisponibles qui reproduisent le modèle, non pas par masochisme, mais parce que votre âme essaie de réparer la blessure originelle en créant des opportunités répétées pour la guérir. Si une mère contrôlée et étouffait, elle peut rechercher des partenaires qui s'élancent, qui essaient de contrôler parce qu'il s'agit de la famille et parce qu'il y a un travail inachevé sur l'autonomie et les limites. Et jusqu'à ce que vous reconnaissiez consciemment le modèle et effectuiez le travail intérieur de guérison de la blessure sous-jacente, vous continuerez à attirer des variations du même type de personnes, vie après vie, relation après relation. Le rôle de la projection dans la création de l'illusion de l'amour parfait est un piège presque universel. Lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau, surtout s'il y a une forte attirance, vous avez tendance à projeter sur lui des qualités auxquelles vous aspirez, mais que vous n'avez pas développées en vous-même, à le voir non pas tel qu'il est, mais comme une image idéalisée que votre esprit construit. La personne devient une toile vierge sur laquelle vous projetez le fantasme du partenaire parfait, qui comblera tous les vides, guérira toutes les blessures et rendra la vie enfin complète. Et la phase initiale de la relation, où les deux ont un meilleur comportement et où les imperfections ne sont pas encore visibles, soutient temporairement cette illusion. Mais, inévitablement, la réalité pénètre le fantasme. Vous découvrez que cette personne a ses propres défauts, ses limites, son propre bagage émotionnel, qu'elle ne peut pas être le sauveur que vous imaginez. Et à ce stade, il y a un choix crucial. Il peut mûrir en un véritable amour qui accepte la personne telle qu'elle est, plutôt que comme un fantasme projeté, où elle peut devenir désillusionnée et commencer à chercher le prochain objet de projection. Blavatsky a enseigné que le véritable amour ne commence que lorsque la projection prend fin, lorsque vous voyez clairement l'autre, y compris ses ombres et ses imperfections, et que vous choisissez de l'aimer, non pas en dépit de qui il est, mais en incluant l'intégralité de celui-ci. La distinction entre amour et besoin est fondamentale, mais rarement comprise. Le besoin émerge du vide intérieur, de la conviction que vous êtes incomplet seul et que vous avez besoin d'un autre pour combler votre manque. Le véritable amour émerge de la plénitude intérieure, de la reconnaissance de l'estime de soi qui permet de donner librement, sans attendre de retour. Lorsqu'une relation est basée sur le besoin, il y a dépendance, jalousie, tentative de contrôler l'autre pour s'assurer qu'il ne partira pas, peur constante de l'abandon. Lorsqu'elle est basée sur l'amour, il y a la liberté, la confiance, la capacité de lâcher prise sans saisir, et paradoxalement, cette non-possessivité crée une intimité plus profonde que la possessivité ne le pourrait jamais. Et un simple test révèle lequel est lequel. Si l'idée de perdre quelqu'un crée une panique dévastatrice, si vous avez l'impression que vous ne pourriez pas survivre sans lui, si l'identité est étroitement liée à la relation, c'est une nécessité. Si vous désirez profondément leur bien-être, même si cela signifie ne pas être avec vous, si vous pouvez les imaginer heureux avec un autre sans être détruits, si vous maintenez un sentiment de soi séparé de la relation, vous vous rapprochez du véritable amour. Le concept d'âme sœur nécessite une démystification radicale, car le romantisme populaire a créé des fantasmes nuisibles. Blavatsky a confirmé qu'il existe des âmes avec lesquelles vous avez une profonde affinité établie au cours de plusieurs vies de travail commun, d'amour partagé ou d'objectifs communs, et lorsque vous rencontrez ces âmes, vous ressentez une reconnaissance et une facilité qui transcendent le temps passé ensemble dans cette vie. Mais elle a fermement rejeté l'idée selon laquelle il n'existe qu'une seule âme sœur parfaite pour chaque personne, et que la trouver garantirait le bonheur éternel. En fait, vous pouvez avoir plusieurs connexions profondes tout au long de votre existence, chacune servant un objectif différent dans l'évolution. Et certaines de ces connexions se manifesteront sous la forme d'un amour romantique, d'autres sous la forme d'une amitié profonde, d'autres encore sous la forme de relations mentor-étudiant, d'autres encore sous la forme d'adversaires qui forcent la croissance par l'opposition. Et rechercher obsessionnellement l'âme sœur parfaite est une distraction qui empêche d'apprécier les véritables relations disponibles actuellement et le travail qu'offrent les relations actuelles. La réalité des relations karmiques où règne une attraction magnétique mais aussi des conflits intenses révèle que toutes les connexions fortes ne sont pas destinées à durer ou à être harmonieuses. Lorsque vous rencontrez quelqu'un avec qui l'alchimie est indéniable mais avec laquelle l'interaction est constamment turbulente, lorsqu'il y a des cycles de passion et de guerre, d'union et de séparation, lorsque des schémas destructeurs se répètent,
malgré des résolutions sincères. Cela indique souvent un karma complexe dans lequel vous vous êtes aimé et vous êtes fait du mal au cours de plusieurs vies. Et maintenant, des schémas non résolus se reproduisent. Et le but n'est peut-être pas de créer une unité permanente, mais plutôt de travailler consciemment sur des modèles jusqu'à ce qu'ils soient brisés. Ascensionné et le karma est équilibré, à ce stade, la séparation peut être plus aimante que de rester ensemble. Blavatsky a enseigné que l'intensité émotionnelle n'est pas une mesure de la valeur spirituelle d'une relation. Parfois des connexions plus calmes et plus stables servent mieux l'évolution qu'une passion dramatique qui consume mais ne transforme pas. Le rôle de la sexualité dans les relations spirituelles est un domaine dans lequel la confusion et la répression ont créé des distorsions massives. Blavatsky n'était pas une ascète prêchant le célibat universel, ni une hédoniste célébrant l'indulgence sexuelle. Elle enseignait une voie médiane où la sexualité est reconnue comme une force puissante qui peut être utilisée pour l'élévation spirituelle ou pour la dégradation en fonction de la prise de conscience suscitée. Lorsque des rapports sexuels ont lieu entre deux personnes qui s'aiment véritablement, lorsqu'il y a une présence consciente et un respect mutuel, lorsqu'il y a une intention d'union qui transcende le simple physique, alors il peut s'agir d'une expérience de fusion énergétique à des niveaux subtils qui rapprochent les deux du divin. Mais quand le sexe est simplement destiné à la gratification égoïste, quand il y a une division entre ce que le corps fait et ce que le cœur ressent, quand on utilise l'autre comme un objet plutôt que de l'honorer en tant que sujet, alors cela draine la vitalité spirituelle et renforce l'identification aux aspects inférieurs de la nature. Et l'idéal n'est pas une répression névrotique, mais une transmutation consciente, où l'énergie sexuelle est élevée à travers les chakras plutôt que simplement libérée, où l'union physique devient un sacrement plutôt qu'une simple fonction biologique. La pratique, consistant à considérer les relations comme du yoga, comme un chemin d'union non seulement avec l'autre, mais avec le divin à travers l'autre, transforme complètement le but de l'intimité. Chaque défi présenté par un partenaire devient une opportunité de pratiquer la patience, la compassion et le pardon. Chaque conflit révèle où l'ego s'accroche et offre une chance de lâcher prise. Chaque moment de vulnérabilité authentique développe le courage d'être vu pleinement. Chaque acte de service désintéressé entraîne la capacité d'aimer sans attente de retour. Et les relations ne deviennent pas une source de bonheur garantie, mais un dojo spirituel où toutes les limites sont exposées et toutes les potentialités peuvent être développées s'il y a un engagement à travailler consciemment au lieu de simplement réagir automatiquement. Le phénomène des conflits dans les relations intimes, révélateur d'ombres non intégrées, mérite une attention approfondie. Ce qui vous irrite intensément chez un partenaire est souvent une projection d'un aspect de vous-même que vous rejetez. Si vous jugez votre partenaire comme égoïste, examinez où votre propre égoïsme opère déguisé. Si vous critiquez leur paresse, recherchez les domaines dans lesquels vous évitez toute responsabilité. Si vous n'êtes pas d'accord avec leur contrôle, examinez vos propres tentatives de contrôle par des moyens plus subtils. Et lorsque vous supprimez la projection et reconnaissez que vous voyez un miroir de votre propre ombre, le pouvoir de votre partenaire de vous déranger diminue et l'opportunité d'intégration s'ouvre. Blavatsky a enseigné que les relations intimes sont des dons évolutifs, car elles révèlent précisément ce que la méditation solitaire pourrait éviter indéfiniment. Vous pouvez vous fuir seul, mais vous ne pouvez pas vous enfuir lorsqu'un autre reflète constamment ce que vous niez. La question de savoir quand persévérer malgré les difficultés ou quand mettre fin à une relation n'a pas de formule simple, mais il existe des principes directeurs. S'il existe un véritable engagement mutuel en faveur de la croissance, si les conflits révèlent des schémas et si la transformation se produit même lentement, s'il existe un respect fondamental et une sécurité émotionnelle de base même au milieu des défis, alors y parvenir peut être une voie vers un plus grand développement. Mais s'il y a abus, physique, émotionnel ou spirituel, si l'un ou les deux ne font que répéter des schémas destructeurs sans réelle volonté de changement, si la relation draine la vitalité sans créer de croissance correspondante, si les valeurs fondamentales sont incompatibles d'une manière qui crée un conflit sans fin, alors partir peut être un acte plus aimant et courageux pour les deux. Et parfois, un amour plus profond s'exprime en lâchant prise plutôt qu'en s'accrochant, en reconnaissant que même si l'amour est réel, la configuration relationnelle ne sert pas à l'évolution de l'un ou l'autre. Le rôle de la communication authentique par rapport à la manipulation émotionnelle détermine si les relations peuvent être un véhicule de vérité ou devenir un théâtre d'illusions. Lorsque vous exprimez clairement mais avec compassion vos besoins, vos sentiments et vos vérités, lorsque vous assumez la responsabilité de vos propres émotions au lieu de blâmer les autres, lorsque vous écoutez sincèrement au lieu d'attendre simplement votre tour pour parler, cela crée la base d'une véritable intimité. Mais lorsque vous utilisez le silence comme punition, lorsque vous manipulez par culpabilité ou par honte,
lorsque vous mentez pour éviter un conflit ou pour contrôler la perception d'autrui, lorsque vous supposez que votre partenaire doit deviner ce dont vous avez besoin sans que vous communiquiez, cela crée une distance et un ressentiment qui finissent par détruire la connexion. Blavatsky. On enseigne que l'honnêteté compatissante est une expression de l'amour parce qu'elle respecte la capacité d'autrui à entendre la vérité et à y répondre, tandis que la malhonnêteté, même avec des intentions protectrices, est une forme de manque de respect qui infantilise l'autre et empêche la croissance des deux. La dynamique de la jalousie comme symptôme d'insécurité, plutôt que comme indicateur d'amour, révèle un déséquilibre qui nécessite une guérison interne. Lorsque vous vous sentez menacé par l'attention de votre partenaire envers les autres, lorsqu'il existe un besoin compulsif de surveillance et de contrôle pour garantir la fidélité, lorsque la confiance est impossible, cela indique que l'estime de soi dépend d'une validation externe et qu'il existe des blessures non cicatrisées d'abandon ou de rejet. L'amour véritable fait confiance parce qu'il reconnaît la liberté essentielle d'autrui, et que tenter de contrôler par la jalousie ne fait que créer un emprisonnement pour les deux. Et le travail ne consiste pas à réprimer la jalousie, mais à enquêter sur ses racines, à guérir les blessures sous-jacentes grâce à une thérapie ou à un travail intérieur profond, et à développer un sentiment de valeur qui ne dépend pas du comportement d'autrui. Et paradoxalement, moins vous essayez de contrôler, plus votre partenaire a tendance à vouloir rester, car il ressent une liberté plutôt qu'une suffocation. Le concept d'amour inconditionnel est souvent déformé en une permissivité nuisible. Blavatsky a enseigné que l'amour inconditionnel ne signifie pas accepter un comportement sans limite ou rester dans une situation de violence. Cela signifie que l'amour demeure même lorsque vous fixez des limites claires ou même lorsque vous mettez fin à une relation. Vous pouvez aimer quelqu'un de manière inconditionnelle tout en choisissant de ne pas être avec lui, parce que les dynamiques sont destructrices. Vous pouvez désirer le bien ultime de leur part tout en reconnaissant que vous n'êtes pas la personne qui facilite cela. L'amour inconditionnel est une qualité interne du cœur ouvert qui ne dépend pas du comportement d'autrui, mais les choix concernant la forme de la relation peuvent et doivent tenir compte de la réalité des normes actuelles et de la question de savoir si elles servent à la croissance des deux. La pratique du pardon profond comme libération du poison karmique est essentielle pour la santé des relations et de l'âme. Lorsqu'un partenaire vous fait du mal, par des paroles cruelles, des actions égoïstes, ou simplement par son incapacité à répondre à vos besoins, vous avez le choix. Vous pouvez porter un ressentiment qui se durcit en une armure autour de votre cœur, ou vous pouvez véritablement pardonner. Et le vrai pardon ne consiste pas à dire des mots vides de sens, ou à prétendre qu'aucun mal n'a eu lieu. Il s'agit de traiter pleinement la douleur, de reconnaître qu'un autre est un être humain faillible, qui fait de son mieux compte tenu de ses limites, et d'abandonner consciemment tout attachement émotionnel à l'injustice. Et lorsque vous pardonnez, vous ne dites pas que le comportement était acceptable, vous dites que vous choisissez la liberté de ne pas porter le poids de la colère. Et ce pardon vous profite autant, sinon plus, qu'à quiconque, car il libère l'énergie qui était emprisonnée dans le ressentiment. Et le pardon de soi est tout aussi crucial. Abandonner la culpabilité de vos propres erreurs, reconnaître que vous apprenez également, et vous engager à faire les choses différemment sans rester coincé dans la honte du passé. Le phénomène de l'amour non partagé en tant que professeur de détachement révèle une leçon cruciale. Lorsque vous aimez quelqu'un qui ne vous rend pas ce sentiment avec la même intensité ou qui ne veut pas de relation, la douleur est réelle et doit être honorée. Mais la nature de la douleur révèle, s'il s'agissait d'un véritable amour ou d'un attachement, s'il s'agit d'un véritable amour, il peut éventuellement se transformer en un désir sincère de bien-être, même s'il ne vous inclut pas. Il peut libérer le besoin d'être réciproque tout en honorant l'amour que vous ressentez. Mais si la douleur est obsessionnelle et dévastatrice, si vous ne pouvez pas lâcher prise, vous vous concentrez sur la seule personne qui peut vous compléter. Cela révèle un attachement basé sur le besoin plutôt que sur l'amour. Et le travail consiste à guérir le vide intérieur, qui cherchait un épanouissement extérieur, à développer une complétude qui ne dépend pas du retour d'un amour spécifique d'une personne spécifique. La question des triangles amoureux et des situations de trahison révèle une complexité morale où les principes s'affrontent. Blavatsky n'a pas émis de jugements moraux rigides, mais a enseigné que les choix dans des situations complexes doivent être faits avec une conscience maximale des conséquences pour toutes les personnes impliquées, avec une honnêteté brutale quant à leur motivation et en reconnaissant que toute voie créera du karma. Trahir la confiance d'un partenaire par le mensonge et la tromperie crée un karma de malhonnêteté. Rester dans une relation qui est morte intérieurement par peur ou par obligation crée un karma d'inauthenticité. Et naviguer dans ces eaux nécessite du courage pour affronter la vérité qui dérange, de l'honnêteté pour communiquer même lorsque cela est douloureux, et de la sagesse pour faire des choix alignés sur une intégrité plus profonde plutôt que sur la commodité ou la gratification immédiate.
Enfin, la révélation suprême sur l'amour offerte par Blavatsky est que le voyage de l'amour à travers des vies multiples et d'innombrables relations est une école de l'âme où l'on apprend progressivement à aimer avec moins de conditions, avec plus de sagesse, avec une capacité croissante à voir le divin chez l'autre, jusqu'à ce qu'enfin on s'éveille à l'amour universel. Et Ressal qui ne fait pas de distinction car il reconnaît l'unité essentielle de tout ce qui existe. Et chaque relation, harmonieuse ou turbulente, durable ou brève, est un professeur apportant des leçons spécifiques que seule l'intimité peut enseigner sur la vulnérabilité, la confiance, le pardon, la patience et la dissolution progressive des frontières entre soi et l'autre, jusqu'à ce qu'il ne reste que l'amour, se reconnaître en chacun et en tout, aimer sans objet spécifique, car la nature même de la conscience éveillée est un amour inconditionnel qui coule librement dans chaque manifestation. L'application pratique de ces principes dans la vie quotidienne transforme complètement la façon dont vous gérez vos relations. Lorsque l'attirance surgit, plutôt que de vous plonger immédiatement dans un fantasme romantique, vous pouvez vous demander, s'agit-il d'une reconnaissance de l'âme ou d'un besoin de projection ? Existe-t-il une véritable résonance des valeurs et de la vision, ou simplement une alchimie sexuelle ? Quels modèles familiers sont activés ? Et cette investigation consciente ne tue pas la spontanéité, mais apporte une sagesse qui évite la répétition d'erreurs douloureuses. Lorsqu'un conflit surgit dans une relation établie, au lieu de simplement blâmer votre partenaire ou de défendre votre ego, vous pouvez examiner quelle ombre de la mienne se reflète, quelle vieille blessure est touchée, quelle leçon est disponible ici, et cette curiosité compatissante transforme le conflit de menace en opportunité. Le rôle de la famille d'origine dans la formation des modèles d'amour et de relations ne peut être sous-estimé. Les premières expériences d'amour, ou leur absence, créent un modèle à travers lequel toutes les expériences ultérieures sont interprétées. Un enfant qui a été aimé de manière inconditionnelle développe la capacité de faire confiance et l'attente d'être valorisé. L'enfant dont l'amour était conditionné à la performance apprend à rechercher l'approbation par la réussite plutôt que par le simple fait d'être. Un enfant négligé peut développer une faim insatiable d'attention qu'aucun partenaire ne peut satisfaire. Un enfant maltraité peut confondre la maltraitance et l'amour, parce que c'est familier. Et le travail de guérison consiste à faire prendre conscience de ces schémas, à ressentir et à traiter la douleur liée aux besoins non satisfaits de l'enfance et à faire des choix conscients pour créer des schémas différents plutôt que de répéter automatiquement ce qui a été modélisé. Et cela nécessite souvent une thérapie profonde, un travail intérieur engagé et de la patience envers soi-même tout au long du processus. La question de l'amour de soi, en tant que fondement essentiel d'un amour sain de la part des autres, révèle que l'on ne peut pas véritablement donner ce que l'on n'a pas. Lorsque vous vous rejetez, lorsque vous jugez sans pitié, lorsque vous négligez vos besoins fondamentaux, lorsqu'il y a de la haine de soi, vous entrez dans une relation à la recherche d'un autre pour combler le vide, valider votre valeur ou servir de sauveur. Et cela crée une dynamique de dépendance où l'on est toujours déçu, car aucun être humain ne peut combler le trou que seul le travail intérieur peut combler. Mais lorsque vous cultivez l'acceptation de vous-même en regardant honnêtement la totalité de ce que vous êtes, la lumière et l'ombre, la force et la faiblesse, lorsque vous prenez soin de vos propres besoins physiques, émotionnels et spirituels, lorsque vous développez la capacité d'être heureux seul, alors la relation devient un choix de partager la plénitude plutôt qu'une tentative désespérée d'échapper au vide. Et l'amour-propre n'est pas du narcissisme, mais une reconnaissance compatissante de son humanité, un engagement envers son bien-être et une volonté de fixer des limites qui protègent son intégrité. Le phénomène de la passion qui brûle vivement mais se refroidit rapidement révèle la différence entre l'engouement basé sur la nouveauté et la projection et l'amour durable basé sur la connaissance réelle. Phase initiale où tout est excitant, où les autres semblent parfaits, où la chimie sexuelle est écrasante, c'est naturel et peut être beau, mais ce n'est pas une base suffisante. Et lorsque la lune de miel se termine inévitablement, lorsque la réalité d'une personne avec toutes ses imperfections devient visible, lorsque la routine remplace la nouveauté, il y a un choix crucial. Elle peut mûrir en un amour plus profond qui accepte les imperfections et choisit un engagement conscient, où elle peut rechercher la prochaine dose d'intensité avec un nouveau partenaire, perpétuant un cycle d'engouement suivi de déception. Blavatsky a enseigné que le véritable amour commence lorsque la phase romantique initiale se termine, lorsque vous voyez clairement qui est réellement l'autre, et choisissez de l'aimer non pas par fantaisie mais par réalité. La pratique de rituels de pleine conscience dans les relations crée des conteneurs sacrés qui honorent la connexion. Les rituels peuvent être formels, comme une cérémonie de mariage qui marque publiquement un engagement, ou intimes, comme une pratique quotidienne d'un petit déjeuner partagé en silence, une promenade hebdomadaire dans la nature,
ou une méditation ensemble. Les rituels marquent le temps comme étant sacré plutôt que simplement utilitaire, créent des moments de pleine présence les uns avec les autres et réaffirment les intentions de nourrir l'amour au milieu des exigences de la vie quotidienne. Et ils peuvent être aussi simples qu'un câlin conscient au réveil ou aussi élaborés qu'un renouvellement annuel. Elle, de vote, mais l'intention de créer un espace pour l'amour est ce qui compte. Le rôle de la communauté dans le soutien des relations intimes révèle que l'isolement du couple peut créer une pression insoutenable. Lorsque l'on s'attend à ce qu'un partenaire soit tout, amant, meilleur ami, confident, partenaire financier, père d'enfants, compagnon d'aventure, cela impose un fardeau impossible à la relation. Mais lorsque les relations s'inscrivent dans un réseau plus large de familles, d'amitiés et de communautés, il y a plus de ressources, plus de perspectives, plus de soutien. Et paradoxalement, les liens extérieurs renforcent le lien du couple, car chacun se nourrit de sources multiples au lieu de dépendre exclusivement de son partenaire pour tous ses besoins émotionnels et sociaux. La question des différences significatives de tempérament, de valeurs ou de cheminement spirituel nécessite un discernement subtil. Certaines différences nous sont complémentaires. Un introverti et un extraverti peuvent s'équilibrer, un penseur et un palpeur peuvent offrir des perspectives qui enrichissent tous deux. Mais d'autres différences sont trop fondamentales pour être conciliées. Si les valeurs fondamentales sur des questions telles que l'honnêteté, la famille, l'argent ou la spiritualité sont radicalement incompatibles, cela créera un conflit perpétuel. Et le test n'est pas de savoir s'il existe des différences, il y en aura toujours, mais s'il existe un respect mutuel pour les différences, si elles peuvent être surmontées par un compromis conscient, et si les différences s'agrandissent plutôt que de les restreindre. Le concept de relation comme un miroir dans lequel vous voyez se refléter ce que vous ne reconnaissez pas en vous-même est un outil puissant de connaissance de soi. Les traits que vous admirez intensément chez un partenaire sont souvent des qualités que vous possédez de manière latente, mais que vous n'avez pas développées. Votre amour pour sa créativité peut révéler votre propre créativité inexprimée. Les traits de caractère qui vous irritent profondément sont souvent des ombres que vous rejetez en vous-même. Votre jugement sur leur égoïsme peut refléter votre propre égoïsme non reconnu. Et lorsque vous utilisez les relations comme miroir au lieu de simplement réagir, chaque interaction devient une opportunité d'intégration et de croissance. La dynamique de la codépendance, où les identités fusionnent de manière malsaine, mérite une attention particulière. Lorsque vous ne pouvez pas prendre de décision sans consulter un partenaire, lorsque votre humeur est entièrement dictée par son humeur, lorsque vous abandonnez vos amitiés et vos intérêts pour entretenir des relations, lorsque les frontières entre vous et un autre se dissolvent, ce n'est pas une union mystique, mais une perte pathologique de soi. Une relation saine unit deux êtres qui maintiennent des identités distinctes, qui ont leurs propres intérêts, qui peuvent fonctionner de manière autonome même en choisissant l'intimité. Et chaque personne doit être capable d'être heureuse seule avant de pouvoir être sainement avec une autre, doit entretenir des liens et des activités en dehors des relations, et doit honorer ses besoins personnels ainsi que ceux de son partenaire. Le phénomène amoureux à différentes étapes de la vie révèle que ce qui constitue une relation saine évolue. Les jeunes peuvent rechercher l'intensité, la passion, l'aventure, et cela convient à l'exploration de l'identité et de la sexualité. Un adulte qui établit une carrière et une famille peut donner la priorité à la stabilité, au partenariat pratique et aux valeurs partagées. Une personne plus mature peut apprécier davantage la camaraderie profonde, l'acceptation mutuelle, la croissance spirituelle partagée que l'excitation romantique. Et il n'y a pas de hiérarchie morale, chacun répond aux besoins de développement du stade correspondant. Le problème survient lorsqu'une personne est bloquée dans le schéma de l'étape précédente ou évite les défis de l'étape appropriée. Pratiquer une gratitude consciente envers votre partenaire et votre relation combat la tendance à vous concentrer uniquement sur les problèmes. Lorsque vous reconnaissez régulièrement les qualités que vous appréciez, exprimez votre appréciation pour les petites choses que fait un autre, souvenez-vous des moments de connexion et de joie, cela nourrit l'amour plutôt que de le laisser éroder par les critiques habituelles et de vous concentrer sur les échecs. Et la gratitude n'est pas un déni des problèmes réels, mais un choix de maintenir une perspective équilibrée qui honore à la fois les défis et les bénédictions. Le rôle du pardon, non seulement pour les offenses majeures, mais aussi pour les irritations quotidiennes, maintient les relations vivantes. Chaque jour apporte son lot de petites frustrations, des paroles dures, des promesses oubliées, des besoins non satisfaits. Et la capacité de laisser aller ces petites blessures, au lieu d'accumuler une série de ressentiments, détermine si l'amour peut couler librement, ou s'il est bloqué par des blessures qui sont mieux stockées. Et le pardon quotidien
n'est pas une permissivité, mais une reconnaissance d'une humanité partagée, et le choix de la paix plutôt que de la justice. La question de la sexualité dans les relations à long terme présente souvent des défis. L'intensité initiale peut diminuer avec le temps et la familiarité, et cela peut être interprété comme une perte d'amour, alors qu'en fait, il s'agit d'une transition naturelle de l'engouement à une intimité plus profonde. Et maintenir une relation sexuelle saine nécessite une intention consciente. La priorisation a pour l'intimité, maintenir la nouveauté grâce à des expérimentations consensuelles, communiquer clairement ses désirs et ses limites, et cultiver la présence pendant les rapports sexuels plutôt que la performance mécanique. Et la sexualité peut s'approfondir en tant qu'union sacrée, plutôt que de simplement décliner lorsque les deux partenaires apportent conscience et respect. Le phénomène des crises comme opportunité de transformation relationnelle révèle que les moments d'effondrement peuvent être des tournants. Lorsqu'une relation atteint une crise, découverte d'une trahison, conflit qui explose ou simplement accumulation d'années d'insatisfaction, il y a un choix. Cela peut être la fin, ou cela peut être le début d'une toute nouvelle relation basée sur une honnêteté plus profonde et un engagement renouvelé. Et parfois, les relations doivent prendre fin, mais d'autres fois, les crises imposent des conversations et des changements qui n'auraient jamais eu lieu sans la pression d'une éventuelle perte. Et les relations qui survivent à une crise consciemment conçue peuvent en ressortir plus fortes parce qu'elles ont été testées et choisies à nouveau. La pratique consistant à organiser des enregistrements réguliers, au cours desquels vous discutez honnêtement de l'état de votre relation, évite l'accumulation de problèmes non résolus. Quand vous prenez régulièrement le temps de demander « Comment allons-nous ?» et partager les frustrations, les besoins, les appréciations, cela maintient les lignes de communication ouvertes et permet de petites corrections avant que de gros problèmes ne se développent. Et cela nécessite de créer un espace sûr où la vulnérabilité est honorée et où la vérité est accueillie plutôt que punie. Le concept de l'amour en tant que pratique plutôt que sentiment passif transforme les relations de quelque chose qui vous arrive en quelque chose que vous créez activement. L'amour en tant que pratique signifie choisir des actions aimantes, même lorsque vous ne vous sentez pas particulièrement aimant. Cela signifie cultiver des qualités de patience et de gentillesse par la répétition. Cela signifie faire le dur travail de communication et de résolution des conflits plutôt que d'attendre que tout se déroule facilement. Et grâce à cette pratique, l'amour passe du sentiment romantique à l'engagement conscient qui persiste à travers tous les changements. Enfin, la compréhension ultime proposée par Blavatsky était que chaque voyage à travers des relations multiples et des formes variées d'amour sert un seul objectif: dissoudre progressivement l'illusion de séparation qui vous fait croire que vous et un autre êtes fondamentalement différents, élargir le cercle d'identification de l'ego isolé pour inclure d'abord le partenaire, puis la famille, puis la communauté, éventuellement toute l'humanité, et enfin toute la vie, jusqu'à ce que vous éveillez à la vérité qu'il n'y a jamais eu de véritable séparation, que l'amour que vous recherchez chez l'autre est le reflet de l'amour que vous êtes essentiellement, et que le voyage de recherche de l'amour, là-bas, mène finalement à la reconnaissance. Cette source d'amour que vous avez toujours recherchée se trouve à l'intérieur, non pas en tant que ressource personnelle, mais en tant que nature fondamentale de la conscience, qui, une fois reconnue, s'écoule abondamment vers tout le monde et toute chose, sans distinction ni condition.